Salut tout le monde et bienvenue dans mon troisième épisode de la Canapocalypse, donc les révélations sur le chanvre. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu de la prohibition du chanvre et de l'histoire telle que je l'ai comprise. Et comme nous sommes en période d'Halloween, eh ben, je pense que c'est l'occasion aussi de démystifier les peurs associées à la plante de cannabis et donc du chanvre, parce que le cannabis c'est bien le nom latin de la plante de chanvre en français. Le terme marijuana, par contre, est un terme d'argot mexicain qui a été utilisé pour la propagande mensongère, pour faire peur, justement, par rapport à l'utilisation du chanvre et du cannabis. Voilà, je voulais commencer par vous lire un petit extrait donc, du livre d'Alexis Chanebeau, Le chanvre du rêve aux mille utilités, les solutions à la crise. Oui, parce que en fait, Alexis Chanebeau rappelle que donc le chanvre est un super carburant. Il est utilisé en alimentation, dans le papier, dans le textile, dans la construction, dans les isolations, dans le cordage, comme anti-pollution. Il est utilisé dans de nombreuses religions et aussi en tant que médicament depuis très très longtemps. Et voilà, je vais un peu vous raconter comment ça s'est passé, en fait, comment les grands lobbies de l'époque, aux intérêts convergents, ont réussi à faire interdire cette plante pourtant ancestrale et une des plantes les plus utilisées par l'humanité, en fait. Et donc, en fait, il rappelle que c'est dans les années 1917 que un inventeur a déposé le brevet d'une machine pour une moissonneuse, batteuse, décortiqueuse, défibreuse, en fait, qui facilitait la production du papier de chanvre et en multipliant environ par 100 le rendement de la culture de chanvre. Malheureusement, l'effort de guerre du premier conflit mondial, en créant de nouvelles taxes, retarda pour un temps l'intérêt des principaux investisseurs pour cette machine révolutionnaire. Et ce n'est qu'en 1937 que les industriels se penchèrent à nouveau sur cette invention, enfin dévoilée au grand public à ce moment-là. Mais hélas, c'était trop tard, car la loi anti-chanvre venait juste d'être promulguée aux États-Unis. Donc en fait, les lobbies de l'industrie papetière, pétrolière, pharmaceutique et textile, et aussi les lobbies du complexe militaro-industriel et beaucoup d'autres lobbies, aux intérêts convergents, ont donc réussi à faire voter la loi appelée Marijuana Tax Act le 2 août 1937 pendant les vacances d'été. Euh, et en fait, même après cette loi, il y a eu un article dans le magazine Popular Mechanics qui est sorti en 1938 et qui avait été rédigé avant la loi, en fait, et qui expliquait à toute la population des États-Unis qu'en fait le chanvre était la fibre standard dans le monde, générant plus de 25 000 produits à l'époque, et maintenant on peut encore en faire plus. Mais donc il y avait au moins 25 000 dérivés différents qu'on pouvait faire du chanvre, en passant de la dynamite à la cellophane, et que sa culture promettait de devenir la première industrie américaine, voire mondiale par la suite, si on n'avait pas interdit la plante de chanvre pour son utilisation industrielle et qu'il n'avait pas cassé l'œuf dans la coquille, hein, qu'on peut dire. Euh, donc la loi, en fait, cette loi en fait imposait des sévères restrictions sur la filière de chanvre qui finirent par décourager les agriculteurs américains, les poussant à délaisser cette culture. Voilà, dans le livre de Chanebeau, il explique un petit peu qui sont les grands acteurs de cette manipulation et de ce grand mensonge. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire parce que je vous invite à acheter son livre et le découvrir par vous-même. Mais en fait, ça se résume au fait aussi que ces gros industriels avaient fait un business plan, en fait, et ils voulaient mettre sur le marché du papier à base de processus chimiques pour couper toutes les forêts possibles et en faire du papier synthétique. Ils venaient aussi de commencer à vouloir breveter le nylon. Et en fait, donc tous ces gros industriels, en faisant leur business plan, ont constaté que le chanvre, s'il passait à l'ère industrielle et avec toutes les nouvelles machines qui étaient promises pour améliorer la transformation du chanvre, ils avaient peur d'avoir un concurrent beaucoup, beaucoup moins cher, beaucoup plus naturel, beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable, et que ça aurait été très dur de mettre sur le marché un papier synthétique avec des dérivés de chlore, etc., si le chanvre avait été encore disponible. Et donc, ils ont eu la grande idée de faire peur à toute la population en utilisant une propagande avec des articles de journaux mensongers qui expliquaient que la marijuana était une drogue très dangereuse qu'on ne connaissait pas. Donc ils ont oublié de mentionner le nom latin de la plante au moment où ils l'ont interdit. Et ils ont utilisé le prétexte que les migrants du Mexique et les joueurs de jazz noirs de l'époque consommaient beaucoup de marijuana. Et à cause du racisme très ancré dans la population des Américains,
eh ben, ils ont fait peur que tous ces gens allaient débarquer, allaient dévaster le pays, en fait, allaient kidnapper leurs enfants et leurs femmes, allaient faire des accidents de voiture et que ça allait être vraiment la catastrophe. Et grâce à cette propagande mensongère, eh ben, ils ont réussi à faire interdire donc la culture de chanvre aux États-Unis. Et ensuite, cette propagande s'est répandue dans d'autres pays. Et c'est grâce à la pression des États-Unis que l'ONU, en 1961, a interdit le chanvre dans tous les pays du monde, sauf quelques pays qui se sont battus pour continuer la culture, comme je pense la Russie, il paraît, la France, grâce à Charles de Gaulle qui avait compris que le chanvre était utile depuis la nuit des temps et qu'il n'y avait aucune raison de l'interdire, sous prétexte que les Américains voulaient développer des industries pétrochimiques etc. Et qu'ils ne voulaient donc pas de concurrents naturels et moins chers, évidemment. Et donc, voilà. Et donc, cette loi, en fait, comment ça se fait qu'elle est passée sans vraiment que personne s'en rende compte? C'est parce qu'elle a été votée euh, contre l'avis de l'Association médicale américaine. Elle fut votée en 3 heures à l'initiative de la Commission des finances, en fait, la seule institution qui est habilitée à envoyer directement des projets de loi au Congrès sans obligation de débat préalable, et dont en fait le président était un allié de Dupont de Nemours qui voulait justement breveter le pétrole, le nylon. Et du coup, ben, ça les arrangeait tous, ils étaient tous un peu dans le même club pour faire interdire le chanvre et lancer cette fameuse grande propagande. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et après, on peut se demander aussi, est-ce que le chanvre est vraiment dangereux pour notre santé, vu les anecdotes que les gens racontent, des gens qui fument trop de joints, etc., le cannabis frelaté dans les rues et tout ça. C'est sûr que ce n'est plus du bon chanvre dont nous avons accès. Et à cause de la prohibition, ça a augmenté le taux de molécules psychoactives dans le chanvre, donc beaucoup plus de THC en fait par rapport au chanvre ancestral, beaucoup moins de CBD malheureusement. Et en plus des produits de plus en plus avec des additifs, avec des produits chimiques pour les faire grandir, avec beaucoup de choses donc néfastes pour notre santé, ce qui a fait que le cannabis de la rue, en effet, n'est pas conseillé pour vous ni pour vos enfants parce qu'il n'est pas contrôlé. Et, et donc voilà, il y a quand même beaucoup de risques par rapport à ça. C'est pour ça que je vous invite à vous renseigner. Et il y a maintenant de plus en plus de produits légaux et accessibles à la population si on fait les démarches adéquates. Voilà. Alors sinon, en fait, aussi un grand article qui permet de démystifier la peur sur la toxicité du chanvre, ce qui n'est donc pas réel. Le chanvre n'est pas toxique, il n'y a aucune des molécules du chanvre qui a été reconnue comme toxique. Donc c'est dans le livre de Jack Herer, L'Empereur est nu, en français, maintenant disponible. Avant il était seulement disponible en anglais, donc dans la version originale de Emperor Wears No Clothes. Donc c'est une fable que vous irez lire un peu, qui raconte un peu l'histoire de l'hypocrisie générale de la population et surtout de nos gouvernements. Donc voilà, dans cet article, il dit l'histoire officielle démystifier la science de caniveau, parce qu'en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que il y a un chercheur qui a été payé pour faire des recherches sur la toxicité du chanvre, et on lui avait déjà demandé à l'avance de faire semblant que c'était dangereux. Donc, il a un peu truqué les recherches et les études pour arriver à ses fins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a donc utilisé des singes dans des laboratoires, et il voulait montrer que le cannabis était toxique. Et donc, pour faire ça, il leur a fait fumer dans des masques, donc l'équivalent des masques à gaz, l'équivalent de 50 ou 60 joints en même temps, donc que de la fumée, pendant 5 minutes. Et ces singes donc n'avaient pas accès à l'oxygène pendant ce temps-là, ils étaient vraiment sous asphyxie, et ils n'avaient que de la fumée de combustion, donc ce n'était pas de la vapeur de cannabinoïdes, c'était donc de la fumée. Et donc après, ils ont constaté qu'évidemment, si on donne accès à de la fumée pendant 5 minutes... Ah, je suis en pleine vidéo là, mais je ferai peut-être un coupage ou je la laisserai comme ça. Et donc, ces singes, on les a opérés et on a constaté qu'il y avait des lésions dans leur cerveau, évidemment.
et que c'était principalement dû au manque d'oxygène et non pas à la toxicité des cannabinoïdes. Mais bon, c'est passé et c'est ça qui a servi pour faire peur à beaucoup de gens par rapport à l'utilisation du cannabis en disant que ça allait vous détruire le cerveau. Ce qui n'est donc pas vrai évidemment, puisque par la suite, maintenant nous avons des brevets qui ont été établis par le gouvernement américain des années plus tard. Je vais regarder la date du brevet, donc c'était le brevet de 2001, je pense, je l'ai noté ici, voilà, 2003, où les cannabinoïdes ont été reconnus comme antioxydants et neuroprotecteurs par le département de la santé des États-Unis. Et en 2013, ils ont même breveté les phytocannabinoïdes dans le traitement du cancer parce qu'ils ont compris que c'était très efficace en complément de toutes les thérapies actuelles ou même juste parfois avec juste des extraits de chanvre. De plus en plus de personnes ont pu guérir du cancer. Et tout ça a été maintenant a fait le buzz grâce à Rick Simpson qui a lui-même développé un extrait de chanvre selon les procédés utilisés par la pharmacie des États-Unis avant 1937. Et donc, grâce à ça, lui, il a permis de se guérir d'un mélanome. Et puis, il a fait beaucoup de bouche à oreille pour que le cannabis extrait, donc pas en joint, soit utilisé par les gens pour aider dans le traitement de leur cancer. Et beaucoup de gens à qui qu'on avait condamné à mort en disant la médecine ne peut plus rien faire pour vous, se sont intéressés à l'histoire de Rick Simpson. Et beaucoup de gens sont maintenant des miraculés du cancer grâce à ça. Et à beaucoup d'autres compléments alimentaires et de choses naturelles pour vous aider à vous remettre en forme. Alors je vais peut-être maintenant terminer par dans cette vidéo pour pas être trop long, et je vous lirai un peu tous les passages de mon travail dans une autre vidéo. Mais donc voilà, aussi un petit rappel avant de lire ici les passages de Dr Melamide. C'est donc bien que ce genre de bouteille de cannabis était disponible en 1880 déjà aux États-Unis, dans beaucoup de pays, en France aussi, jusqu'à une certaine époque c'était accessible. Et voilà, et donc c'était utilisé pour, c'était un des médicaments les plus prescrits en pharmacie, qui comptait donc le THC, le CBD et tous les autres cannabinoïdes. Il y en a plus d'une centaine d'ailleurs, et à petite dose ou à grande dose, mais c'était souvent dilué d'ailleurs à cette époque-là. Et j'ai trouvé un article ici très intéressant du docteur Robert Melamide qui s'est très fort intéressé sur le système cannabinoïde, donc qui a été découvert seulement en 1992 de manière scientifique officielle. Et depuis, on s'y intéresse de plus en plus. Malheureusement, ce n'est pas encore enseigné dans les universités médicales, pour l'instant, très peu en tout cas. Et ça crée donc de grandes lacunes dans le monde scientifique, parce que depuis 1992, vous imaginez, maintenant on est presque en 2020, et encore très très peu de médecins sont conscients du système cannabinoïde, que c'est quelque chose de très très important pour notre évolution, pour notre survie de l'espèce, et pour beaucoup d'animaux en fait. Et donc, je vais vous lire les passages ici très intéressants donc, de Dr Robert Melamide concernant le système cannabinoïde endogène. Et donc, il explique que le système des cannabinoïdes existe depuis près de 600 millions d'années. Il est plus vieux que les dinosaures. Au fil du temps, ce système a continuellement évolué en toutes les nouvelles espèces et l'ont intégré dans leurs fonctions biologiques. Des recherches ont mis en évidence que c'est surtout dans le domaine de la faim et de la prise alimentaire que le système des cannabinoïdes joue un rôle primordial. Donc on constate que le système des cannabinoïdes est présent chez tous les animaux vivant au-dessus du seuil d'organisation des polypes et des mollusques, à l'exception des insectes. Donc c'est un système qui permet de maintenir l'homéostasie du corps, qui est donc en fait l'équilibre le plus naturel des cellules pour qu'elles soient en harmonie et en pleine vitalité. On constate aussi que les nouveau-nés reçoivent sa première dose de cannabinoïdes, donc les mêmes molécules qu'il y a dans le chanvre ou dans d'autres plantes comme l'échinacée. On en retrouve aussi dans les fèves de cacao, dans 2-3 autres plantes que je ne connais plus le nom latin. Et donc en fait, les nouveau-nés reçoivent donc les premières doses de cannabinoïdes dans le lait maternel, ce qui sert à stimuler la faim et à apprendre à manger. Durant la phase utérine, le bébé n'a pas de prise alimentaire autonome, et étant donné qu'il est nourri à travers le cordon ombilical. Et donc il y a bien des dérivés cannabinoïdes qui sont fabriqués dans le lait maternel et qui agissent de la même façon que les molécules du cannabis. Et on a constaté aussi que les souris sans récepteurs aux cannabinoïdes détestent toute forme de changement. Donc tout déplacement dans leur cage les rend agressives et elles se calment seulement quand on les remet dans leur ancienne cage. Et donc un des commentaires du docteur Robert Melamide, c'est qu'il est fort possible que certaines personnes, en particulier les partisans de la guerre à la drogue, souffrent en fait d'un blocage de leurs récepteurs cannabinoïdes, et cela pourrait être la raison de leur résistance à tout changement,
Par contre, les amis du cannabis bénéficient des avantages d'un récepteur non bloqué, ce qui se manifeste par une attitude détendue et une absence de peur du changement. C'est donc une hypothèse intéressante et de surcroît étonnamment correcte, car il y a effectivement de nombreuses personnes dont le cerveau est incapable de faire des liens opérationnels entre les récepteurs CB1 et CB2, qui sont les deux principaux récepteurs cannabinoïdes qu'on a découverts depuis 1992. Il constate aussi que toutes les nouvelles espèces vivantes intègrent donc le système des cannabinoïdes. Du fait d'être vivant, notre organisme a tendance à produire des radicaux libres, et ce qui est très mauvais pour notre santé en fait. Et les cannabinoïdes ont la capacité de neutraliser ces substances nocives. Les cannabinoïdes détruisent aussi certaines molécules dans le cerveau, mais rassurez-vous, il s'agit seulement des molécules cancéreuses de tumeurs du cerveau qu'on appelle les gliomes, et tous les autres types de cellules cérébrales sont protégés en général, voire réparés par les cannabinoïdes. C'est pour ça qu'il est breveté comme neuroprotecteur et qu'il n'y a aucun risque pour votre cerveau, à condition évidemment de l'utiliser de façon adéquate. Il dit aussi que les cannabinoïdes protègent notre peau contre les coups de soleil et le cancer, du fait de la présence de récepteurs CB1 dans notre épiderme. Donc la peau contient des récepteurs à cannabinoïdes, c'est pour ça qu'on fabrique maintenant des baumes aussi à base de cannabis, etc. Et que c'est utilisé depuis la nuit des temps aussi. Les cannabinoïdes ralentissent le processus de vieillissement. Donc, en effet, les souris dont le cerveau réagit aux cannabinoïdes vivent plus longtemps que celles ayant les récepteurs où on les a bloqués. Donc, celles qui on a coupé les récepteurs, en fait, elles n'agissent plus avec les cannabinoïdes, et donc elles ont tendance à vieillir plus vite et à mourir plus vite. Les activités dans les parties les plus évoluées du cerveau se basent sur les récepteurs aux cannabinoïdes, et donc ça favorise des états de conscience supérieurs. Voilà, ça veut tout dire. Je passe un peu quelques détails aussi, mais ici, il rappelle aussi que les actions antidouleurs sont liées au système neurosensoriel responsable de la transmission de la douleur, appelé les récepteurs vanilloïdes. Bon, c'est quelques détails, voilà. Mais l'anandamide, qui est donc un cannabinoïde endogène fabriqué par votre propre corps, est une substance synthétisée par le corps qui ressemble chimiquement au THC du cannabis et qui se fixe sur des nerfs terminaux pour atténuer la douleur. L'anandamide, en fait, est synthétisé en réponse à différents stimuli. Et par exemple, on a constaté que l'aspirine, pourquoi elle est efficace, c'est parce qu'elle bloque en fait la décomposition de l'anandamide. En fait, elle fait comme le CBD, en fait, l'aspirine, en moins bien que le CBD quand même, et agit contre la douleur. C'est ainsi que de nombreuses personnes qui prétendent en fait ne jamais consommer de cannabis utilisent quand même son équivalent endogène sans le savoir, parce qu'on utilise quand même notre anandamide. Par exemple, en prenant de l'aspirine, ça augmente notre taux d'anandamide. C'est comme si on prenait un peu de THC en fait. Et dans la majorité des maladies auto-immunes, les cellules immunitaires produisent des radicaux libres qui attaquent le corps comme un objet étranger, et le cannabis met donc le système immunitaire dans un état anti-inflammatoire et contribue au ralentissement de la maladie et au prolongement du temps de survie. Et donc on constate que le cannabis ne contient donc pas que du THC comme substance active, il contient entre autres le CBD non psychotrope. Même si les mécanismes exacts ne sont pas encore 100% connus, il est tout à fait clair que le CBD, qui est dans le chanvre agricole principalement, mais aussi dans beaucoup de variétés de cannabis illégales, inhibe en fait l'effet psychoactif du THC, et donc ça permet de contrebalancer le fameux high, qu'on dit l'effet high. Des laboratoires maintenant pharmaceutiques travaillent donc sur la synthèse des différents composés des cannabinoïdes et le développement de nouvelles variétés de cannabis. Si ces projets ont du succès, nous disposerons d'une plus grande palette de médicaments à base de cannabis, et nous pourrons choisir celui ayant l'effet optimal pour une maladie ou un certain état de conscience supérieur. La position et l'importance des récepteurs CB1 et CB2 dans le cerveau permettent de conclure que la voie naturelle de l'évolution humaine va vers un état de conscience supérieur. Donc. Les partisans à la guerre à la drogue n'agissent guère par méchanceté, a priori, mais plutôt parce qu'ils ont un état de conscience resté primitif. C'est lui qui le dit, pas moi, mais je le pense aussi à mon avis. Voire obtus. Leur vision du monde est empreinte d'hostilité et d'angoisse, et non de coopération et de compréhension. Selon une étude réalisée sur 150 personnes dépressives, le cannabis empêche la mort des cellules saines et protège les nerfs. On voit aussi que les cannabinoïdes influencent notre vision du futur. Si vous êtes empreint de mauvaises expériences, l'avenir vous fera peur. Par contre, ceux qui savent profiter des cannabinoïdes ont envie d'aller vers l'avenir. En matière de cannabinoïdes, c'est l'incapacité au changement face à l'affirmation de l'avenir et de l'évolution.
Les cannabinoïdes protègent aussi contre différentes formes de cancer et il est fort probable qu'ils feront partie intégrale des médicaments anti-cancer du futur parce que ces substances ont la capacité de détruire les cellules malades et protéger les cellules saines. Et le THC à petite dose diminue la peur, tandis qu'à grande dose, ça pourrait augmenter l'angoisse. Et donc voilà, à vous de jauger et de juger. L'inhalation de cannabis peut diminuer la peur, comme il dit, et par voie d'administration orale, voilà, quelques détails. Le cannabis protège aussi des cellules nerveuses contre la mort, et donc il a un effet protecteur contre la maladie d'Alzheimer. Et on constate aussi que les effets analgésiques des cannabinoïdes sont connus de longue date, mais le mécanisme de la douleur au niveau moléculaire et ses interactions avec le système des cannabinoïdes n'a été élucidé que depuis peu. Nous savons qu'il existe des interactions entre le système des cannabinoïdes et celui des opiacés, et qu'il y a donc une synergie dans le sens du renforcement mutuel. C'est ainsi qu'un traitement analgésique avec des opiacés peut être réduit jusqu'à 50% s'il y a parallèlement un traitement aux cannabinoïdes beaucoup plus sain pour la santé et efficace. Et donc, la dernière petite phrase qu'il stipule, le docteur Robert Melamide, c'est que les cannabinoïdes ont donc un rôle primordial dans l'homéostasie de chaque système biochimique de notre corps, que ce soit le système nerveux, le système digestif, le système immunitaire, les organes reproductifs ou autres. Et il s'agit là d'un réseau biochimique qui influence chaque processus dans notre corps et notre esprit. Mais si le tout est toujours plus que la somme de ses parties, quel serait donc le dénominateur commun du système cannabinoïde ? Nous étudions l'action du système des cannabinoïdes sur la régulation de l'alimentation, la digestion et l'immunité, mais quel effet a-t-il sur l'esprit? Personnellement, je pense que les cannabinoïdes, donc personnellement c'est lui qui le dit, je pense que les cannabinoïdes élargissent notre esprit et ils nous libèrent de nos paradigmes unidimensionnels et c'est précisément ce qui est nécessaire pour avancer vers un futur, par ailleurs toujours inconnu. Le système des cannabinoïdes nous permet d'accepter les changements de manière décontractée et paisible. Le système des cannabinoïdes est en fait un système de santé holistique, donc global. L'équilibre nécessaire à notre santé est intimement lié à ce système, et c'est la raison pour laquelle le cannabis, et donc le chanvre, le nom français, doit être porté à la portée de tous et utilisé de façon appropriée. Voilà, ça fait déjà 22 minutes, je constate. Alors, je vais terminer en vitesse par vous montrer que moi, pour des traitements de ma santé, parce que j'ai eu plusieurs douleurs suite à un accident, j'ai même eu un cancer aussi que j'ai dû guérir, et donc je me suis beaucoup intéressé aux cannabinoïdes pour améliorer les traitements, pour avoir beaucoup moins d'effets secondaires et être en meilleure santé. Et voilà. Et donc, j'ai eu accès à du cannabis de pharmacie qui était seulement disponible en pharmacie aux Pays-Bas avec une prescription belge. J'y ai eu quand même accès. Donc, il y a différentes sortes de fleurs de chanvre ou de cannabis disponibles en pharmacie avec ou plus ou moins de THC, plus ou moins de CBD. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Donc voilà, c'est plus ou moins 7 € le gramme en pharmacie pour information. Et celui-là n'est pas considéré comme tabac avec la taxe qui est à l'heure actuelle en Belgique. Et voilà. Et donc, mon dernier produit aussi qui est intéressant, qui est maintenant 100% légal dans beaucoup de pays, c'est donc les produits Canaway, qui est la marque Pure Gold, là, qui est donc un extrait de cannabinoïdes qui contient plus de 100 cannabinoïdes à l'heure actuelle. Et donc est plus efficace que celui que vous pourriez aller chercher en pharmacie et même moins cher, qui ne contient qu'un cannabinoïde, le CBD en pharmacie, tandis que le produit Canaway a l'avantage d'être full spectrum, voire double full spectrum, parce qu'il contient aussi l'huile essentielle de chanvre, l'huile de grain de chanvre et tous les cannabinoïdes de la plante de chanvre, sauf le THC qui est malheureusement encore interdit, mais j'imagine que dans les années à venir, tout ça va changer. Et voilà, j'espère que un jour... on fera une pétition ou un référendum pour déjà, en tout cas, autoriser le chanvre agricole de manière totalement légalisée dans tous les jardins, dans tous les potagers publics, parce que c'est encore dommage toutes les complications qu'il y a à mettre en place des cultures de chanvre.
Et c'est pour ça que dans d'autres vidéos, je vous ai aussi parlé de mon projet que j'ai dû imaginer pour mon travail de fin d'études. Et donc j'imaginais que ça serait très intéressant si on pouvait se regrouper autour d'une plantation collective de chanvre en partenariat avec un agriculteur et qu'on pouvait donc valoriser cette culture à la main comme on faisait ancestralement parce qu'on aura beaucoup plus de valeur ajoutée et de produits finis pour nous et beaucoup moins cher, hein, parce que par exemple, j'ai un ami qui a cultivé sur 1 hectare de chanvre, il a su récolter 500 kilos de fleurs. Et si on avait dû les acheter sur le marché, ben, c'est plus ou moins 50 euros, parfois plus, parfois moins. Mais donc voilà, 1 hectare de chanvre, ça peut quand même rapporter beaucoup s'il est bien utilisé et si on utilise vraiment toutes les parties du chanvre. Et voilà. Donc, pour retrouver les produits Canaway, ben, vous pouvez allez sur mon site chanvrez-vous.weebly.com où j'ai mis tous les liens accessibles pour que vous ayez plus facile à vous y retrouver. Et donc chanvrez-vous, je le rappelle, mais je le mettrai dans le petit détail de la vidéo en dessous. Donc c'est chanvrez-vous.weebly.com. Donc voilà, comme je dis souvent, don't worry, be happy. Donc ça veut dire ne vous inquiétez pas et soyez un peu plus chanvrés. Donc voilà, ici c'était un petit panneau que je présente à beaucoup de gens qui explique vraiment toutes les utilités du chanvre et tous les multiples produits dérivés. Voilà. Allez, à bientôt dans dans un prochain épisode où je vous donnerai plus de détails sur tout mon travail de recherche sur le chanvre.